Je travaille pour le Centre francophone d'éducation à distance. On est une école en ligne de maternelle à 12 pour les... pas de maternelle à 12, oh, ça c'était l'année dernière, de la 10e à la 12e année, le niveau secondaire deuxième cycle pour les élèves francophones de l'Alberta. Et nous en avons également quelques-uns des territoires du Nord-Ouest, du Yukon et également du Nunavut. Donc, j'en parlerai un peu plus tard. Mais aujourd'hui, comme mentionné tout à l'heure, vous allez assister à une présentation qui va être sur la présence enseignante et plus particulièrement sur la facilitation des communications. Donc, je suis en train de terminer mon projet de maîtrise avec le campus Saint-Jean et avec justement Lise et Titi du campus. Je suis en train de finir ma maîtrise et c'était justement le projet de maîtrise que je voulais terminer avec. Qu'est-ce que c'est la présence enseignante? Juste pour vous donner un ordre d'idée, je ne veux pas aller très vite, c'est les modèles théoriques. Ça fait très longtemps que ça existe, à partir des années 1993. Geneviève Jacquinot qui a parlé justement de distance géographique, temporelle, technologique, socio-culturelle, socio-économique, pédagogique. Donc, il y avait beaucoup de distance. Personnellement, c'est un mot que je n'aime pas vraiment, distance. Et Jacqueline, justement, elle a changé. Au lieu de parler de distance toujours, on devrait plutôt parler de présence. Donc, moi, j'aime beaucoup plus le mot présence que le mot distance, surtout quand on est en formation à distance. Il y a eu d'autres modèles qui sont arrivés. Il y a eu Garrison Anderson Asher en 2000 qui a fait le COI, donc qui était le Community of Inquiry, donc qui a amené le principe de la présence enseignante. Il n'y avait pas juste la présence enseignante, il y avait également la présence sociale, la présence cognitive, mais il avait amené la présence de l'enseignant en disant le design pédagogique, l'enseignement et également les communications qui se passent peut donner justement une meilleure présence lorsque nous sommes en ligne. Ce modèle a été surtout adapté pour le post-secondaire, donc les niveaux supérieurs. C'était basé sur le socio-constructivisme et puis c'est un groupe, une communauté, puis il y avait un partage entre ces intervenants-là. Un des gros problèmes de ça, surtout quand on est de maternelle à 12, un des gros problèmes, un des facteurs qu'on ne tient pas compte dans ce modèle, ce sont les parents. Pour nous, encore de 10, 11, 12, les parents ont un rôle à jouer. Et peut-être un modèle qu'on connaît moins, Jared Borup. Je ne pense pas, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai hâte de le rencontrer pour lui demander comment on prononce son nom de famille. Mais en 2014, il a travaillé sur le modèle ACE. Pas moins populaire, moins cité, sûrement moins reconnu, si on veut, que le COI. Donc, c'était Adolescent Community of Engagement. Lui, au lieu de parler justement de la présence enseignante, sociale et cognitive, lui, il parle plutôt de l'engagement de l'élève qui est au centre. Donc, on le voit ici, l'engagement, elle est là, de l'élève. Donc, il part avec un certain engagement. Et puis, pour qu'il puisse réussir, on voit ici, c'est en pointillé. Donc, pour qu'il puisse réussir, il doit se rendre jusque-là. Donc, il y a des personnes qui vont l'aider. Ça peut être les parents, ça peut être l'enseignant, ça peut être ses pairs qui vont l'aider à atteindre un niveau d'engagement qui va lui permettre de réussir son cours. Donc, au lieu de présence, il parle d'engagement, mais les deux signifient la même chose. L'enseignant est toujours là pour créer un climat, si on veut, propice pour qu'il puisse apprendre. Il a revu son modèle parce qu'il était centré surtout sur le niveau secondaire. Il a revu son modèle, il l'a appelé encore ACE, et juste cette fois-ci, il appelle ça Academic Communities of Engagement. Toujours la même chose, l'élève est au centre ici, sauf que là, il a amené l'idée d'engagement cognitif, il a amené l'idée d'engagement comportemental et il a également amené l'idée d'engagement affectif. Moi, c'est un très bon modèle. C'est juste que quand on est en 10, 11, 12, l'engagement affectif, bien souvent, les élèves sont obligés de faire des cours. Ils ne choisissent pas les cours comme au niveau collégial, universitaire. Je sais qu'il y en a toujours des cours obligatoires au niveau postsecondaire, mais quand même, niveau affectif, je pense qu'il y a un engagement, dépendamment s'il aime les sciences ou les mathématiques, peut-être il va avoir un plus grand engagement. Mais c'était le modèle qui le fait. Et encore là, si vous regardez un peu la couleur jaune qui est ici, ben, la couleur jaune, ça, c'est ce qu'on appelle la community support. Donc, ça peut être l'enseignant, ça peut être le tuteur, ça peut être le facilitateur qui est dans l'école, excusez-moi, et ainsi de suite.
L'autre, ce sont la communauté personnelle, c'est-à-dire ça peut être le parent, ça peut être un tuteur qui est engagé à l'extérieur, ça peut être ses pairs, ça peut être ses collègues, une autre classe, peu importe. Mais encore la même chose, c'est qu'on doit amener l'élève à s'engager de ces trois niveaux-là pour qu'il puisse réussir le cours. Peu importe le modèle qu'on prend, puis c'est là que je veux en arriver, peu importe le modèle qu'on prend, qu'on appelle ça présence enseignante, l'engagement de l'enseignant, je crois que c'est, puis plusieurs recherches le prouvent, je crois que c'est une des choses les plus importantes sur la réussite de l'élève. Donc, comment on peut faire pour améliorer cette présence enseignante-là et l'engagement de l'enseignant? Oui, il y a le design pédagogique, oui, il y a les rencontres en visioconférence qu'on peut faire et puis la pédagogie qu'on utilise. Mais une chose pour moi qui est importante, c'était les communications. Puis pourquoi les communications? C'est bien simple. Je vais vous mettre un peu en contexte. C'est quoi le CFED? Le CFED, on a choisi d'avoir un mode asynchrone. OK? C'est un choix qu'on a fait un peu pour un mode de survie. Donc, pourquoi on a pris ça? C'est parce qu'on a une inscription en continu. Qu'est-ce que je veux dire, une inscription en continu? On fonctionne 12 mois par année, 365 jours. Les élèves peuvent s'inscrire n'importe quand durant l'année. Ils peuvent s'inscrire le 1er septembre, comme ils peuvent s'inscrire le 8 octobre, comme ils peuvent s'inscrire le 25, on est fermé, mais ils pourraient s'inscrire le 26 décembre. Donc, on est ouvert presque tous les jours de l'année. Donc, les élèves peuvent s'inscrire. C'est impossible pour nous d'avoir un système de cohorte où tous les élèves commencent le 1er septembre et tous les élèves doivent terminer le 30 janvier ou le 30 juin, peu importe. Donc, ce n'est pas ça. On est au service des écoles francophones de l'Alberta et c'est ce qu'on avait décidé lorsque le CFED a été créé en 2005, donc il y a plus de 17 ans. L'autre chose également, c'est notre ratio élève-enseignant qui est très élevé. On est petit, OK, il faut comprendre, on est dans un milieu minoritaire. Donc, on a environ 1000 inscriptions par année. La majorité de nos inscriptions viennent de l'Alberta, mais il y en a plusieurs également qui viennent du Yukon. On a des partenariats avec le Yukon, Territoire du Nord-Ouest et le Nunavut. Mais grosso modo, on a à peu près 1000 inscriptions. Je parlais tout à l'heure, on a également des adultes. Ça représente peut-être environ 5 de ce 1000 inscriptions-là. Qui prennent des cours bien souvent pour être mis à niveau pour essayer de rentrer dans un collège ou dans une université. On est tout petit, on a 5 enseignants, on a une direction, moi-même, et puis j'enseigne en plus là-dessus. Donc, si on fait le ratio élèves-enseignants, on est environ à 90 élèves par enseignant par semestre, OK? Qui est quand même assez énorme lorsqu'on parle. Puis ces 90 élèves-là, je sais quand j'étais en présentiel dans une école en briques, si on veut, oui, parfois j'avais plus d'élèves que ça par semestre, sauf que mes élèves, ils allaient tous au même niveau, ils étaient tous rendus au même endroit. Cette fois-ci, j'ai 90 élèves et c'est de l'enseignement individualisé pour chacun de ces élèves-là parce que chacun est rendu à son propre rythme et il fait son cours dans les délais au moment qu'il le désire. Dernière chose, vu qu'on est une équipe très petite, pourquoi on a choisi le mode asynchrone, c'est qu'on a un nombre de cours qui est élevé par enseignant. On enseigne de 8 à 10 cours par enseignant. Ça, c'est le minimum. OK? Il y en a même qui vont jusqu'à 12 cours. Donc, quand tu enseignes les maths, tous les niveaux, toutes les matières. Quand tu enseignes les sciences, tu enseignes toutes les sciences, toutes les matières, toutes les sciences de tous les niveaux. Donc, c'est pour ces trois raisons-là, c'est pour ça qu'on est allé dans un mode qu'on appelle asynchrone. Donc, comment on va faire justement dans un mode asynchrone pour essayer d'améliorer justement cette présence enseignante-là? Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la facilité des communications. Donc, comment on va faire? Oui, il y a le design pédagogique, oui, il y a la pédagogie qu'on va utiliser, mais pour moi, c'était vraiment la facilité des communications. Comment on fait pour que l'élève qui est en ligne, en mode asynchrone, comment on fait justement pour communiquer avec lui pour que ça soit facile, puis qu'il y ait un engagement de l'élève pour qu'il puisse réussir son cours? Ce que j'ai fait des sondages auprès des élèves et également des enseignants. J'ai fait une entrevue qui a été menée par les enseignants. Il y avait 5 catégories, mais je ne passerai pas les 5 catégories. Je vais juste en passer 3 avec vous aujourd'hui. La première catégorie que je voulais m'informer, c'était la première visioconférence. Quand un élève s'inscrit avec nous, j'ai oublié, excusez-moi. Quand un élève s'inscrit avec nous, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de faire un quiz sur le plagiat et la tricherie, ça c'est sûr. Mais la deuxième chose qu'il est obligé de faire, c'est de faire une visioconférence avec son enseignant.
tant et aussi longtemps qu'il n'a pas fait une rencontre visioconférence avec son enseignant, il n'a pas accès au contenu du cours. Il a accès au cours, mais il n'a pas accès au contenu du cours. Donc, je voulais savoir, c'est un processus qu'on a mis en place, je dirais, il y a environ 3 ans, 3-4 ans. Donc, on voulait savoir, est-ce que ça a du plus? Est-ce que c'est plus positif que négatif? Bien entendu, 100% des enseignants ont dit oui, c'est positif. Très bonne idée, on devrait continuer dans la même proportion. J'étais un peu inquiet pour les élèves, mais à ma surprise, 84% des élèves ont dit que qu'ils voyaient ça positivement et que c'était un bon contact, un premier contact qu'ils faisaient avec leur enseignant. Donc, ça, c'était la première catégorie, ce qui m'a indiqué qu'on devrait continuer encore à fonctionner avec la première visioconférence. Tous les enseignants pensent que c'est le meilleur moment pour rencontrer l'élève, pour se faire une première idée, autant pour l'élève que pour l'enseignant, et puis d'essayer de trouver les moyens ensemble pour qu'il puisse réussir son cours. Deuxième catégorie, je me demandais justement, la première visioconférence, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui arrive si on ajoute d'autres visioconférences? Donc, j'ai dit, mettons, à tous les mois. Donc, mettons, on parle d'un semestre. Oui, on va donner 10 mois à l'élève pour terminer son cours, mais habituellement, on espère qu'il va le finir dans un semestre qui est 5 mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on ajoute au moins une vidéoconférence à tous les mois? Ce serait le fun de n'avoir à toutes les semaines, sauf qu'avec le nombre d'élèves que nous avons, ce n'est même pas possible de les voir à toutes les semaines. Et vous devez comprendre qu'après la première visioconférence, les élèves peuvent prendre rendez-vous avec nous n'importe quand. On a des plages horaires dans la semaine et les élèves prennent rendez-vous avec nous au besoin lorsqu'ils éprouvent justement des difficultés. Donc, pour les élèves, 68% des élèves ont dit hey, c'est une bonne idée, j'aimerais ça, rencontrer mon enseignant tous les mois. Donc, 2 élèves sur 3. J'étais agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à un autant pourcentage que ça, mais donc, les élèves sont prêts qu'on ajoute des visioconférences obligatoires à chaque mois. Ce qui m'a surpris, c'est que les enseignants ont dit 50% des enseignants ont dit pas sûr que je vais avoir les rencontrer tous les mois. Ça m'a surpris parce que quand on regarde la première visioconférence, c'était 100%. Et en entrevue, je leur ai demandé pourquoi vous avez eu ce taux-là, 50%. Et le problème n'est pas de rencontrer les élèves en visioconférence, c'est là à chaque mois. OK? C'est ça, ces 3 petits mots-là qu'ils n'ont pas aimé. Pourquoi à chaque mois? Les élèves, et je comprends, les enseignants aimeraient mieux planifier eux-mêmes les rencontres dans leur cours d'une façon, peu importe que ça soit. Je vous donne un exemple. Bien souvent, on va demander à un élève de lire un roman en français. Bon, OK, il lit le roman, puis après ça, on va lui demander d'aller répondre à des questions, choix multiples, réponses courtes, réponses longues. Pourquoi, au lieu de faire une évaluation qu'on va dire traditionnelle, pourquoi on ne fait pas une visioconférence avec lui pour lui demander hey, tu as lu le livre tel, est-ce que tu pourrais me parler? Qu'est-ce que tu as pensé de tel personnage? Et ainsi de suite. En sciences, bien souvent, on va demander de faire des recherches. Je ne sais pas, mais on va demander de faire une recherche sur une maladie auto-immune. Bon, ben, c'est super, on va te demander, fais une présentation, envoie-la. Pourquoi l'envoyer? Pourquoi préparer une présentation? Va chercher une maladie auto-immune, viens me rencontrer en visioconférence et parle-moi de cette maladie-là, puis je vais t'évaluer. Voici la grille d'évaluation, voici les questions que je vais te poser. Donc, quand on enlève le mot à chaque mois, est-ce que les enseignants sont d'accord d'ajouter des visioconférences? 100% des enseignants sont d'accord. Donc, on voit la première visioconférence, ça fonctionne. Ils sont prêts à en ajouter d'autres, même pour les élèves. La troisième catégorie que je voulais m'informer, c'était les façons de communiquer. Donc, comment les élèves, eux, les outils privilégiés. Donc, je les ai placés 1, 2, 3. Donc, en troisième position, les élèves à 21%, qui est quand même bas. Là, okay? Un élève sur 5 aime le chat, le clavardage. OK. Donc, j'étais un peu surpris, je m'attendais à plus. En deuxième position, visioconférence. Je m'en attendais que c'était la visioconférence. Et en troisième position, à 79%, le courriel. Donc, on voit vraiment que les 2 outils privilégiés pour les élèves, en tout cas, je parle pour nous de 10e à la 12e année et quelques adultes, on comprend que pour eux autres, c'est la visioconférence et c'est le courriel. Pour les enseignants,
Un peu différent pour la troisième place. Les enseignants, eux, même s'ils sont en ligne, ils aimeraient ça avoir la possibilité de les rencontrer en personne. Ça veut dire aller dans les écoles en Alberta et les rencontrer. Bon, on peut voir ici qu'il y a une différence peut-être générationnelle. Les élèves, eux autres, ils s'inscrivent en ligne. Ils ont compris que c'était le mot en ligne. Donc, moi, voir mon enseignant en virtuel, en ligne, c'est bien correct. Pas besoin de te voir en personne. Pour les enseignants, eux autres, ça serait important. Pour la deuxième et la première place, c'est la même chose. Le courriel à 83 et la visioconférence. Donc, on peut voir où on s'en va avec le courriel et la visioconférence. Le chat, ce que je pensais qu'il allait arriver beaucoup plus haut, le clavardage, malheureusement, a resté très bas. On avait même mis le téléphone cellulaire, des textos. Vraiment peu d'élèves ont choisi ça et également très peu d'enseignants. On l'a testé au cours des dernières années et c'est vrai que peu d'élèves utilisent ça. Pour deux raisons, les textos. Les textos sont vraiment pour la majorité des élèves fonctionnent. Bon, je ne devrais pas généraliser, mais plusieurs élèves ne fonctionnent même plus avec les textos. Ils vont utiliser les réseaux sociaux pour communiquer entre eux. Donc, ça, c'est une des raisons. Et puis, je pense qu'ils veulent garder le texto pour leur vie personnelle et non pas pour leur vie académique. Donc, selon vraiment les outils, courriel, visioconférence. Et justement, OK, on sait que le courriel visioconférence, c'est les deux outils les privilégiés. Est-ce que c'est facile d'utiliser ces outils-là? Donc, pour les enseignants, 100 des enseignants ont dit oui, oui, un élève qui veut communiquer avec moi, c'est assez facile de communiquer avec nous. Donc, tout ce qu'il a besoin de faire, envoyer un courriel, une visioconférence, et il va avoir une réponse. Pour les élèves, très haut taux également, 95 des élèves ont dit que ouais, ça fonctionne bien, c'est super facile de communiquer avec mon enseignant. Puis, je pense une des raisons, tous les élèves ont ce qu'on appelle la suite Google en éducation. Donc, c'est facile d'utiliser le chat, peu importe, même si on l'utilise très peu, mais on va envoyer un courriel, on peut faire un Google Meet, même si on n'utilise pas Google Meet. Qu'est-ce qu'on utilise, nous? On a des plages horaires. Si vous regardez ici, là, si je le grossis un peu, je sais que c'est petit, mais mettons, je le grossis. Non, je suis rendu là. Donc, je ne le grossirai pas, mais vous le voyez ici, rencontre avec Michel. Les élèves peuvent tout simplement rentrer dans des créneaux horaires sur Google et puis sélectionner le temps qu'ils désirent me rencontrer. On fixe des blocs de 30 minutes, mais un élève s'il voudrait, il pourrait prendre deux blocs collés ensemble pour avoir une heure avec son enseignant. Et la plateforme qu'on utilise, on n'utilise pas Google Meet, ni Zoom, ni Teams. On utilise Whereby. Je ne sais pas si vous connaissez Whereby. C'est incroyable. Je ne suis pas commandité par la compagnie, mais je pourrais être un très bon vendeur d'eux autres. Whereby est super bon parce que comparé à Google Meet, sûrement vous le savez, un Google Meet, tu dois avoir un compte Google. Pour avoir une rencontre Teams, tu dois avoir un compte Microsoft. Whereby, tout est en version sur un furteur, donc tout est web. Donc, pas besoin de rien. Tu te logs, tout ce que tu fais, c'est que tu rentres dans la salle. En plus, il y a un knock, donc tu cognes à la porte. L'enseignant va te laisser rentrer et c'est vraiment fait pour une classe virtuelle. Coûte moins cher que Zoom. C'est vraiment, vraiment bien fait. Ça fonctionne sur n'importe quel furteur. Ça, c'est également un plus. N'importe quel furteur. Et l'autre chose, une tablette, ça va fonctionner. Un téléphone cellulaire, bien souvent, les élèves me disent ma caméra ne fonctionne pas, mon son, je ne t'entends pas. Prends ton téléphone cellulaire. Et ça fonctionne avec un téléphone cellulaire. Donc, c'est vraiment bien fait. Et puis là, on arrive au cœur du problème. Après 22 minutes, est-ce que tu communiques si tu as besoin? Donc, est-ce que l'élève communique s'il a des problèmes, s'il a des difficultés? Et c'était là que, malheureusement, un élève sur trois disent qu'ils ne communiquent pas avec leur enseignant. Donc, selon ce que j'ai compris, les outils sont là, sont faciles à utiliser, la visioconférence également, mais pourquoi ils ne communiquent pas? Oui, il y a plusieurs raisons. On est en milieu minoritaire, donc des fois, peut-être qu'il va y avoir l'insécurité linguistique peut-être, est-ce qu'il va avoir également, est-ce que rendu à la maison, notre heure de travail, nous on travaille de 9h, de 8h30 à 3h30, donc est-ce qu'on devrait peut-être travailler les soirs, ce qui les permettait de rencontrer les élèves le soir, ce qu'on a essayé cette année. Donc, il y a plusieurs raisons, mais justement, moi, je voulais savoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça?
Il y a deux affaires qui m'intéressent. Je pense qu'il faut mieux encadrer et organiser les communications. Quand je dis mieux encadrer, c'est quoi que ça veut dire? On envoie plein de communications aux élèves, sauf que à qui on devrait l'envoyer? À quelle fréquence qu'on devrait l'envoyer? À quel moment dans l'apprentissage on devrait l'envoyer? Et quand je parle d'organiser les communications, il y a peut-être une façon de développer des courriels qui peuvent être personnalisés ou peut-être des courriels qui vont être automatisés. Donc, comment on ferait ça? Et l'autre chose également, si on veut que les élèves communiquent avec nous, il ne faut pas oublier que probablement le concept le plus important, c'est la relation élève-enseignant. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas développé cette relation-là, l'élève peut-être va être réticent. Ah, j'ai peur de déranger mon enseignant, peu importe. Il va avoir de la difficulté peut-être à communiquer avec nous. Donc, comment on peut faire pour améliorer ça? On est dans un mode asynchrone. On ne voit pas tous les élèves tous les jours. On n'est même pas dans leurs écoles. On est éparpillés un peu partout dans la province. Donc, ce n'est pas évident de faire ça dans un milieu asynchrone. Donc, comment on va faire pour y arriver? Je crois que la meilleure façon, c'est justement d'ajouter, de mieux encadrer les communications et d'ajouter des visioconférences. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vous explique un peu comment ça fonctionne au CEFED. Il y a un facilitateur dans les écoles. Un facilitateur, c'est un enseignant qui est responsable des élèves qui suivent des cours en ligne. Ce facilitateur-là, ses responsabilités, c'est bien souvent de s'assurer que l'élève a tout le matériel, d'inscrire l'élève, de faire un suivi, parce que des fois, on appelle l'élève, on n'a pas de réponse, on appelle le parent, pas de réponse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Habituellement, on va demander au facilitateur, peux-tu aller chercher dans l'école? On aimerait vraiment ça qu'il nous parle. Bien entendu, les élèves qui peuvent s'inscrire au CEFED doivent être dans une école francophone. Donc, vous voyez un peu les couleurs, c'est important. OK, le rouge facilitateur, l'élève en bleu. Donc, quand l'élève s'inscrit, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, quand il s'inscrit, dès que le facilitateur l'inscrit, automatiquement, l'élève reçoit un courriel. Donc, je suis ici, là, c'est vraiment particulier, là, je suis dans les courriels automatisés. Donc, on essaie, en créant un portail, d'alléger la tâche des enseignants, donc de créer une inscription qui va être automatique. Donc, on envoie cette inscription-là à l'élève et on met en copie conforme le facilitateur et également le parent. Très important de mettre le parent parce que des fois, le parent n'est même pas au courant que l'école l'inscrit dans un cours en ligne. Donc, très, très important. On confirme son inscription, on explique nos deux politiques. Les deux politiques sont les suivantes. 1 an pour finir ton cours, une année scolaire, donc 10 mois, puis il y a 45 jours d'inactivité. C'est quoi que ça veut dire 45 jours? Si tu ne remets rien dans 45 jours, tu es désinscrit du cours automatiquement. On envoie également, tu vas recevoir un courriel de bienvenue de ton enseignant, puis vérifie les informations, parce que là, on a toutes les informations, son adresse et ainsi de suite, son courriel, son numéro de téléphone, les noms des parents et ainsi de suite. Donc, après quelques je devrais dire minutes, heures, dépendamment, mais ça se fait toujours dans la même journée, l'enseignant va envoyer ce qu'on appelle un courriel personnalisé. Donc, je suis rendu de ce côté-là, toujours à l'élève, également en copie conforme à l'enseignant, pas l'enseignant, excusez-moi, c'est lui l'enseignant. Donc, le facilitateur et l'élève. Donc, il va envoyer ça en disant « Hey, bonjour, comment ça va? Je me présente. » Et quand on parle de présente, on essaie de faire des vidéos dans nos courriels. Donc, au lieu d'avoir juste du texte, on met des vidéos des enseignants. Donc, l'enseignant choisit la vidéo qu'il veut mettre. On a déjà tout préprogrammé ça, pas préenregistré ça. Puis, l'enseignant envoie une vidéo de lui. Et il y a 2 conditions. Il explique à l'élève qu'il y a 2 conditions pour entrer accéder à son cours. Il y a le quiz, puis la première rencontre visioconférence. Donc, si tout va bien, on rencontre l'élève, mais si ça va mal, je l'ai mis ici en rouge, courriel automatisé qui est envoyé après 2 semaines. Hey, tu t'inscris au cours, mais malheureusement, je ne t'ai pas encore vu. Donc, on envoie un courriel encore avec une vidéo. C'est un courriel qui est automatique. Hey, j'aimerais ça te voir. Quand l'élève a fait la visioconférence, tout va bien. On a maintenant, avec l'élève en visioconférence, on lui explique tout le fonctionnement du cours. On fait un échéancier avec lui, on répond à ses besoins. Et bien entendu, c'est le temps de vendre notre salade parce que c'est la première visioconférence et on veut avoir un bon contact avec l'élève. Si on n'a pas un bon contact avec lui, ben, ça va être difficile peut-être après qu'il nous rappelle. Donc, c'est vraiment le moment de vendre notre salade et d'être là pour lui puis de montrer que ce n'est pas un ordinateur qui est en arrière de ça. Oui, il y a Moodle, mais il y a un enseignant, puis ton enseignant est là pour t'aider. Donc, si tu as des problèmes, communique avec moi.
Si tout va bien, dans la semaine suivante, il va remettre sa première évaluation sommative. Ce que nous avons fait, c'est qu'on a créé un courriel. Je suis en haut, là, toujours en haut, ce sont les courriels automatisés. Nous avons créé un courriel automatisé 2 jours avant son échéancier. On envoie un courriel à l'élève en disant: Hey, n'oublie pas, tu as un devoir à me remettre dans 2 jours. Si tu as besoin d'aide, n'oublie pas, tu vois le calendrier caméra, prends rendez-vous avec moi. On va se voir en visioconférence. Donc, on invite l'élève encore à venir nous voir. Et après ça, qu'est-ce qui arrive? S'il remet, tout va bien, ben ça, c'est un autre, un autre moment donné, peut-être on fera une session sur les rétroactions, quelque chose de très important, mais pour l'instant, les rétroactions, nous, on les donne sur Moodle et j'essaie d'inciter les enseignants à laisser les rétroactions écrites. Ça peut être très bon, mais essayer de faire des vidéos d'une rétroaction. Également, inviter l'élève. Je vois que tu as eu de la misère, mettons en mathématiques, tu as eu de la misère avec tel concept. Viens me revoir, on va retravailler ces concepts-là. Prends rendez-vous avec moi, puis ça va améliorer ta note. Donc, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est un autre sujet, les rétroactions. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé d'ajouter des visioconférences un peu partout. OK? Je vous avais parlé que c'était à tous les mois. Ça ne fonctionne pas à tous les mois. Les enseignants veulent avoir la liberté de les mettre quand ils le veulent. Je répète, en français, ça peut être l'étude d'un roman, au lieu de mettre des questions à choix multiples, viens me rencontrer, on va parler du roman. Je ne sais pas, moi, si le roman parlait de la colonisation, puis l'élève parle que c'est intéressant, il y a un extraterrestre qui est arrivé sur la planète Terre, ben on voit qu'il y a un décalage. Je ne pense pas qu'on a lu le même livre. Après 5-10 minutes, on est capable de savoir si l'élève a lu le livre et s'il est capable de l'interpréter adéquatement. Même chose quand on parle de recherche, même chose quand on parle de réviser pour se préparer pour une évaluation qui est importante. Pourquoi ne pas faire une rencontre avec son enseignant? Et puis, ces rencontres-là vont être obligatoires et on va juste mettre des restrictions dans Moodle qui ne pourra pas continuer son apprentissage tant aussi longtemps qu'il n'a pas fait cette rencontre-là. Donc, toujours la même chose, à tous les 2 jours qu'il a un travail à remettre, ben, qu'est-ce qui arrive? Il y a un courriel automatique. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait avec les parents? Parce qu'on s'est rendu compte que si on envoie trop de courriels aux parents, les parents ne les lisent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le parent reçoit un courriel par mois, le premier de chaque mois. Et dans ce courriel-là, on indique le rapport de progression de l'élève. Donc, où tu es rendu? L'élève, exemple, il suit son échéancier, ça va bien. Oups, non, il y a 3 travaux en retard ou 2 travaux en retard, peu importe. Il y a un travail en retard. Il a accédé à son cours il y a 2 jours. Il a remis un travail il y a 5 jours. Il est rendu, il a fait une très bonne progression et suit son échéancier. Donc, on envoie ça une fois par mois et bien entendu, le parent peut communiquer avec l'enseignant au besoin. L'autre chose, si exemple, ce qu'on a demandé, c'est que lorsqu'il y a 2 travaux en retard, donc l'enseignant envoie un courriel avec ses inquiétudes. Hey, prendre 2 travaux en retard sur ton échéancier, ça risque de ne pas te permettre de finir à temps ton cours. Donc, c'est important de suivre ton échéancier. Puis toujours l'invitation. Hey, viens me voir si tu as des problèmes, viens me rencontrer. Puis en ajoutant des visioconférences un peu partout, peut-être ça va inciter les élèves, pas inciter, mais ça va sûrement améliorer la relation élève-enseignant. Donc, ça va permettre à l'élève de ne pas hésiter s'il a un problème ou des difficultés. Bien entendu, s'il n'a fait rien en 30 jours, on envoie un courriel automatisé pour dire tu te souviens de la politique, si tu n'as rien fait. S'il est rendu à 37 jours, il y a un appel téléphonique et oui, le bon vieux téléphone pour appeler papa, maman ou le tuteur pour lui dire votre enfant, ça ne va pas bien. Des fois, ça va fonctionner. Des fois, malheureusement, on est rendu à 45 jours et qu'est-ce qui va arriver? L'élève va être désinscrit de son cours automatiquement. Ce n'est pas ce qu'on veut, mais malheureusement, c'est ce qui arrive. Également, après, rendu à 9 mois, il y a un courriel automatisé pour lui dire il te reste 1 mois pour terminer ton cours. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il arrive à l'examen final, il a passé l'examen final, tout est rendu. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que les courriels qui sont en rouge ici, là, okay, celui-là ici, celui-là ici, celui-là ici, celui-là ici, celui-là ici, puis même le numéro de l'appel téléphonique, un élève qui suit son échéancier ne recevra
jamais ces courriels-là. Donc, c'est vraiment pour essayer d'encadrer les communications. Donc, quand j'ai facilité, c'est avec qui? Donc, c'est avec les courriels automatisés, les courriels personnalisés, à qui on l'envoie, à quelle fréquence qu'on le fait, et également comment on fait pour améliorer cette relation enseignante-là, même si on est en format asynchrone. Selon moi, c'est d'ajouter des visioconférences. Et selon les résultats qu'on a obtenus, les élèves, ça ne leur dérange pas d'avoir d'autres visioconférences avec leur enseignant. Au contraire, ils voient ça du côté positif.